Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une théorie, celle de la pratique. Voilà ce qu'affirmait en 1977 Paul Bernard dans un manuel destiné à la formation de l'infirmier en psychiatrie. Quelques décennies plus tard, Sophie Tchucriel et Jean-Paul Lanquetin attestent quant à eux d'un réel changement de perspective en expliquant que l'exercice infirmier en psychiatrie est au carrefour de ce lien théorico-pratique. Pratique par la confrontation au réel et l'appui sur le quotidien, théorique par la nécessité de penser des actions et la confrontation aux situations complexes. Et c'est bien là que la recherche en soins prend pour nous, infirmiers dits de terrain, tout son sens. En effet, citant toujours Jean-Paul Lanquetin, elle crée une spirale ascendante entre pratique et savoir qui permet de mettre en perspective les savoirs de base, les savoirs d'action ou d'expérience et les savoirs d'en haut ou académiques. C'est pourquoi mon collègue Jean-Michel Brault et moi-même souhaitons le remercier, et à travers lui le comité scientifique de ces rencontres. Par leur invitation, ils nous autorisent à prendre part, à notre échelle bien entendu, à cette dynamique. Avant d'aborder le cadre dans lequel s'est effectué ce travail, je vais tout de même repréciser qui nous sommes, malgré ce qu'a dit Philippe. Nous sommes tous deux infirmiers aux hôpitaux de Lannemezan, situés au pied des Pyrénées. Jean-Michel exerce au sein de l'unité d'accueil médico-psychologique du service des urgences, et moi dans un centre médico-psychologique, le secteur adulte. Si je fais mention de notre établissement, ce n'est pas tant qu'il est notre employeur, mais plutôt qu'il représente un des éléments clés du contexte qui nous conduit à être présents devant vous. C'est en effet grâce à son service de la formation continue que j'ai eu l'opportunité d'intégrer la promotion 2016-2017 du diplôme universitaire d'infirmier de pratique avancée en psychiatrie et santé mentale à l'université Paris 7 Denis Diderot. Le responsable pédagogique des étudiants poursuivant ce cursus n'est plus ici à présenter, puisqu'il s'agit de M. Jean-Manuel Morvillier. C'est l'une des unités d'enseignement au programme qui a été l'occasion pour moi de rédiger un mémoire qui fonde la présentation d'aujourd'hui. Toutefois, c'est bien grâce à l'intérêt professionnel et à l'implication de Jean-Michel qu'a pu, dans un second temps, être approfondie une phase d'investigation qui n'était qu'embryonnaire dans mon écrit. Il y a une question dont je n'ai pu faire l'économie avant d'accepter de prendre la parole lors de ces journées. Cette question, c'est celle de la légitimité. En effet, des infirmiers en poste qui s'impliquent dans une poursuite d'études, se concluant par un mémoire ou un article de recherche, il y en a un grand nombre. Comment dès lors expliquer que ce soit justement celui-ci qui vous soit proposé cet après-midi? C'est peut-être que tout simplement, il peut apporter un témoignage de l'intérêt qu'il y aurait à utiliser les productions réalisées par les infirmiers lors de formations professionnelles et ou universitaires. C'est en tout cas ce point de vue que défendent Mme Jovic et M. Lecordier dans une publication de l'ARCI, dont je me permets de reprendre ici les propos. Les travaux produits à l'occasion des formations constituent un formidable potentiel. La mise en ordre de ces données, le choix rigoureux des sources et leur usage pour répondre à une question issue du terrain peut être fort utile et conduire à des actions très opérationnelles et efficaces. Après cette introduction, je vais énoncer le sujet de mon mémoire qui en est également le titre. Jean-Michel ? Oui. La visite à domicile en psychiatrie et santé mentale. Cette simple expression de visite à domicile pourrait à peu de choses près se suffire à elle-même pour résumer l'ensemble de ce travail. En effet, les mots qui la composent constituent en quelque sorte l'alpha et l'oméga de cette réflexion. Je m'explique. On retrouve dans cette expression de visite à domicile à la fois l'objet de l'étude, sa problématique et enfin une part de la réponse qui est apportée. Cependant, afin de rendre notre propos un peu plus explicite, je vous invite à prendre connaissance du plan de notre intervention présenté sur le PowerPoint suivant. Venons-en maintenant directement à la revue de littérature. Pour celle-ci, j'ai fait le choix de vous la présenter sous un format un peu particulier. Celui d'un courrier que j'ai imaginé avoir été rédigé par un chercheur en soins infirmiers à l'attention d'un infirmier pour l'aider à répondre à ses questionnements. Si j'ai fait ce choix, c'est pour partager avec vous la position dans laquelle je me trouvais au départ de la recherche documentaire, une position double en l'occurrence, celle d'un infirmier pratiquant depuis peu d'EVAD et qui en parallèle cherchait à en savoir plus à son sujet. Donc je vous invite à écouter ce courrier. Cher praticien, j'ai bien reçu ta lettre et comme tu peux le constater, je préfère que l'on se tutoie si cela te convient aussi. Pour moi, il n'y a pas de dissymétrie entre nos deux positions, elles sont tout au contraire complémentaires. Tu m'expliques que tu viens récemment d'intégrer l'équipe d'un CMP et que bien des interrogations accompagnent cette prise de fonction. Tu qualifies même tes questions de naïves.
Certes, elles le sont peut-être, mais elles n'en sont pas moins d'actualité. Tu es au courant, comme moi, du virage ambulatoire annoncé dans la loi de modernisation de notre système de santé. Toutefois, si tu le permets, je les résumerai par la formulation suivante, qui m'apparaît reprendre le cœur de tes préoccupations. Qu'a la VAD de si particulier et qu'apporte-t-elle comme plus-value aux patients, mais également à l'infirmier? Tu attends donc de moi des réponses. Rassure-toi, elles existent, mais si elles viennent de moi, elles ne sont pas de moi. Il faudra faire tienne cette maxime, on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Je ne peux te proposer un véritable état des lieux de la VAD, car tu manquerais de temps et moi d'encre. Il s'agira donc plutôt d'une visite guidée au pas cadencé d'une VAD que j'ai pour toi spatialisée. Ma proposition, traverser ensemble 5 pièces, à chaque pièce son thème, que je te dévoilerai chemin faisant. Avant d'entrer de plein pied dans cette visite de la VAD, je te livre une définition qui vaut mise en garde, car comme tu t'en rendras compte à sa lecture, le risque de t'égarer existe. La VAD n'est pas une visite amicale ou de courtoisie, elle s'inscrit dans la continuité des soins en psychiatrie, ainsi que dans la politique de secteur. Te voici prévenu et notre voie toute tracée par ce vocable de secteur. Pénétrons dans la première pièce, celle de la VAD, son historique et son évolution. Pour t'aider tout au long de cette visite, il te suffira de repérer ce fil rouge, qui sera le fil d'Ariane nous menant vers les auteurs et leurs pensées au cœur de la VAD. Je te parle de secteur, mais peut-être ne sais-tu plus ce qui se cache derrière cette appellation, tant son usage fréquent semble en avoir quelque peu brouillé sa signification d'origine. S'il y a bien un élément que tu dois garder à l'esprit, c'est qu'il est avant tout un outil de soin. Il est vrai que le système asilaire essuyait déjà des critiques depuis la fin du XIXe siècle, mais ce sont bien les horreurs de la guerre et les drames subis par les malades mentaux qui le précédèrent. Ils entraînèrent un profond bouleversement des mentalités, faisant éclore à la libération des manières innovantes de soigner. La psychothérapie institutionnelle que tu dois connaître fut par exemple de celle-ci. Malgré tout, il aura fallu attendre la circulaire du 15 mars 1960 pour que soit officiellement instituée la naissance du secteur, et par là même décréter, en partie tout du moins, l'abandon de l'hospitalocentrisme. Celui-ci sonnera l'avènement d'un lieu que tu fréquentes bien souvent, le CMP, et que son apparition dans l'arrêté ministériel de mars 86 viendra consacrer. Héritier des fameux dispensaires d'hygiène mentale, il est devenu ce que beaucoup nomment le pivot de l'offre de soins en ambulatoire, tout autant que la VAD, son paradigme. Toutefois, tu me verrais faire un raccourci bien trop grand si je ne te précisais que des précurseurs restés depuis dans les mémoires ont anticipé l'intérêt de cette modalité de soins. Parmi eux, me viennent spontanément à l'esprit celui d'Édouard Toulouse, qui les mettra en place dès 1927, ou encore celui de Philippe Pommel en 1958. Quel est alors ce changement, s'il y a eu changement depuis les prémices de la VAD, et tu as le droit de te demander? La réponse, bien qu'elle puisse te paraître banale et sans nul doute loin d'être anodine, elle permet ni plus ni moins de couvrir la totalité de l'offre de soins de secteur. Aucun besoin de te spécifier, je pense, que ces objectifs sont multiples et si variés que je ne puisse te les égrener un à un. L'important, d'ailleurs, est que chacun d'eux vient soutenir un but ultime, et non le moindre, le maintien à domicile des personnes souffrant de troubles psychiques. Aussi louables que soient ces objectifs, il n'en reste pas moins soumis à un cadre juridique strict. Celui-ci t'imposera d'évoluer sur un fil tendu entre, d'un côté, la liberté du patient de refuser l'aide proposée, et de l'autre, tes missions de service public. Cet exercice, aussi périlleux soit-il, en vaut pourtant la chandelle. Pour preuve, une étude de 2002 démontre que des VAD régulières associées à une équipe médico-sociale réduisent notablement le nombre de jours d'hospitalisation par patient et par mois. Avec cette dernière assertion, nous avons avancé vers ceux et celles qui habitent le centre de cette demeure, que je m'efforce d'esquisser pour toi. Vient pour nous le moment d'aller à leur rencontre en passant dans la deuxième pièce, celle des personnes soignées en VAD. Mais en fait, comment les désignes-tu dans ton quotidien? Pour justifier cette question que tu dois probablement juger incongrue, je reprendrai cette pensée de Camus pour toute réponse. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Ce qu'il te faut comprendre, c'est qu'au cours des années 70, une approche humaniste des soins infirmiers s'est développée, conduisant à préférer la dénomination de personnes soignées à celle de malades. Cette mutation lexicale n'aurait en soi aucun intérêt si elle n'avait agi en miroir d'une considération nouvelle portée à l'égard des besoins du patient, de l'individu, et non plus seulement de sa maladie.
Pour le reste, je risque bien de te décevoir, car il y a peu de données disponibles permettant de les décrire avec plus d'acuité. C'est pourquoi je serai bref. Ce que je peux t'affirmer objectivement, c'est ce que tu as très certainement perçu subjectivement. Des statistiques de 2015 révèlent en effet que les sujets bénéficiant de VAD sont dans leur majorité affectés de troubles ayant partie liés avec la psychose. Si bien des recoins de cette pièce ont donc échappé à nos regards, la prochaine qui cherchera à mieux te connaître toi sera, il faut l'espérer, baignée de plus de lumière. Enfin, quand je dis toi, ne te méprends pas. Ce sont des infirmiers et infirmières amenés à réaliser des VAD dont il s'agit. Sais-tu qu'avant 1992 et la création du diplôme d'état d'infirmier, un particularisme de celui ou celle qui travaillait en psychiatrie et santé mentale était reconnu? Si tu t'intéresses à leur formation, tu t'apercevras que ce n'est pas moins de 4 programmes d'enseignement qui se sont succédés depuis l'avènement du secteur. Cette évolution sonnera le glas de cette spécificité, tant professionnelle qu'identitaire. De même, le moins que l'on puisse en dire, c'est que le temps n'a pas réellement joué en faveur de ton domaine d'exercice. En 1973, par exemple, on comptait alors 1580 heures d'enseignement théorique et près de 2900 heures de stage qui lui étaient destinées. Le dernier décret de compétences de 2009 dénombre, lui, une centaine d'heures vouées à l'étude des processus pathologiques et un stage unique sur une durée totale de 36 mois. C'est inutile de t'en expliquer plus, je crois, tant les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs un semblable destin qui semble toucher la VAD. Si tu consultes le dernier référentiel, tu t'apercevras que sur les 7 annexes qui le composent, aucune ne mentionne ce soin de façon manifeste. Il faut donc en conclure que son apprentissage se fait empiriquement, comme ce fut le cas dès son origine. Ceci peut à bien des égards surprendre quand on sait que le soignant effectuant des VAD le fait le plus souvent seul. Tu es en mesure dès lors de comprendre l'ampleur de la tâche qui t'attend et plus généralement de tout un chacun à qui la mission d'infirmier référent est assignée. C'est sans doute ce qui motive un grand nombre de structures à choisir des professionnels expérimentés à ces postes. Avec ce constat, je prends tout juste conscience qu'alors que depuis plusieurs minutes, je tente de donner corps aux différents espaces qui structurent la VAD, je passe peut-être à côté de ce qui te pousse à pérégriner avec moi au sein de cet édifice. Forçons donc l'allure et allons voir ce que nous réserve cette 4e pièce, au fronton de laquelle est épinglé rôle et fonction de l'infirmier en VAD. Si pendant longtemps, la VAD a été synonyme d'injection retard, elle ne peut plus maintenant lui être circonscrite. En avançant cela, tu me diras que je ne prends aucun risque et que je prêche un convaincu. Et en quelque sorte, c'est tant mieux ainsi, car à dire vrai, le peu d'écrits qui lui sont consacrés ne m'autorise pas à t'exposer sans exploration préalable de notre part ce rôle infirmier. Même le décret de compétences réglementant la profession n'en fait pas une mention manifeste. L'item qui s'en rapproche, semble-t-il, le plus est le numéro 4 de l'article R4311 du Code de la santé publique. Si tu y jettes un œil, tu y reconnaîtras sans trop de mal le principe du triple accord. Cet engagement commun du patient, de l'infirmier ou de l'infirmière et du médecin dès que ce dernier prescrit une VAD. Il est à considérer comme ce que l'on nomme explicitement un invariant de la VAD, poutre centrale d'une charpente constituée de plusieurs autres qui étayent et structurent ce soin. Le deuxième invariant est de travailler à être accueilli pour accueillir à son tour. En d'autres termes, créer ce lien de confiance préalable à toute prise en charge, et ce d'autant plus que le patient conserve à tout moment une possibilité de retrait. Bien au-delà des mots ou des expressions consacrées, c'est d'un réel temps d'apprivoisement dont il s'agira pour toi. Le troisième invariant concerne, lui, le cadre thérapeutique de la VAD, dont l'appropriation progressive par le patient te servira de réel repère clinique. Le quatrième correspond à la fonction de restitution auprès du médecin et de l'équipe du contenu de ses visites. Tu seras bien entendu tenu de la réaliser dans le strict respect du secret professionnel, par l'entremise de secrets partagés et après négociation avec la personne soignée. Elle pourra notamment se dérouler au cours de réunions que toi aussi tu dois appeler de secteur. Ces dernières sont également le lieu adéquat pour déployer ce qui pourrait être qualifié de 5e invariant de la VAD. En remplissant une fonction de tiers dans cette dualité soignant-soigné, elle permet de la sorte une phase d'élaboration des contre-attitudes. Ces invariants de la VAD ayant été mis au jour, il nous faut maintenant identifier les buts du soignant qui sont à l'image de ceux entreaperçus pour ceux de la VAD en tant que tels, multiples et variés. Les mêmes causes induisant les mêmes conséquences, je ne pourrais te les décrire par le menu.
Ce qui me semble pertinent que tu notes, c'est qu'il s'articule autour de 3 pôles. Premièrement, le patient, deuxièmement, les proches, l'entourage, les partenaires, et enfin le domicile. Il te faudra faire preuve de discernement en les adaptant à la singularité et aux difficultés de chacun des patients que tu seras amené à accompagner. Les moyens dont tu disposeras te sont bien connus, que ce soit l'entretien infirmier avec son corollaire, la relation d'aide ou encore l'observation clinique. Elle devra tenir compte de l'environnement dans lequel tu seras immergé, car n'oublie pas que tu ne seras pas entre les murs de l'institution, mais bien entre ceux de la personne soignée. Dès lors, chacune de ces rencontres prendra des reliefs différents autour de repères que sont la fréquence des visites, la durée de l'entretien, celle de la prise en charge ou encore le choix du nombre d'intervenants. Mais sache que tu devras faire face à des difficultés dépassant l'habituelle complexité de la maîtrise technique de l'entretien infirmier ou celle du coût psychique induit par le simple fait de travailler en psychiatrie et santé mentale. Le principal outil de soin, comme tu l'éprouves chaque jour, reste le soignant lui-même. Quelle est alors cette part d'inconnu qui constitue l'infractuosité supplémentaire que tu devras franchir et qui pour moi fait de la VAD un soin infirmier à nul autre pareil? C'est en fait ce à quoi le concept de figure du délogement s'est attaché à décrire. Pour te l'exposer, je le simplifierai à l'extrême en soulignant qu'il tient principalement aux notions d'espace, de limites, de frontières, qu'elles soient d'ordre spatial, psychique, intersubjective ou encore institutionnelle. L'enjeu sera pour toi de les identifier, de t'y situer, de les investir et de composer avec elles afin que ton action s'inscrive dans un processus relationnel dynamique à valeur thérapeutique. Cher infirmier, je te guide, je te conseille, mais à la vérité, je te trompe, et ce depuis le début. J'avais évoqué avec toi une 5e pièce, eh bien j'ai menti, elle n'existe pas. Mais c'est un mensonge à vertu pédagogique, car en réalité, elle est partout depuis que nous avons franchi le seuil de cette VAD. Pour tout te dire, elle se loge dans les murs mêmes de cette bâtisse. Ce dont je te parle, aussi surprenant que cela puisse te paraître, c'est du domicile des patients chez qui tu te rends. Pour finir de te convaincre, voici quelques éléments pris à la volée dans chacune des pièces et qu'avec une certaine malice, j'ai réservé pour ce moment. Pour la première, elle atteste que le principal lieu de vie des personnes souffrant de troubles psychiques reste leur domicile. Pour la deuxième, elle démontre qu'en se rendant au domicile, nous modifions notre cadre de réflexion, car l'endroit n'est plus neutre, mais caractéristique du patient, comme le symptôme n'est plus pur, mais connecté en temps réel à son environnement. Pour la troisième, elle explique que le terme d'infirmier de secteur psychiatrique est apparu dans la circulaire du 15 mars 1960 pour désigner dans un premier temps l'infirmier intervenant en VAD. Enfin, pour la quatrième, elle nous enseigne qu'il faut apprendre à repérer les différents espaces intégrés dans le domicile, en distinguant par exemple ce qui est appelé le « à moi » de ce qui est dénommé le « chez moi » du patient, afin de prévenir tout risque d'intrusion. Nous voici quasiment arrivés au terme de cette visite, et la pièce qui nous reste à découvrir est si vaste que l'intitulé de domicile de la personne soignée en VAD ne paraît qu'imparfaitement restituer ce qu'elle recèle. Cependant, elle va te demander un effort pour changer de vision, afin de percevoir le domicile non plus comme une simple production architecturale, pour l'enrichir d'une compréhension que je qualifierais de psychodynamique. Tu as sans y prêter attention effectué une partie de ce travail, en acceptant de te mettre dans mes pas dans cette quête de la VAD, au travers du prisme métaphorique d'une habitation. Ce que tu dois surtout saisir, c'est le rôle psychique essentiel que joue l'habitat pour tout un chacun, et ce, tout au long de son existence, en participant à sa construction et à son développement psychique. Tu seras peut-être même surpris d'apprendre que ce rôle est si important que les fonctions du fameux moi-peau peuvent lui être étendues. C'est ce que le concept d'habitat intérieur dévoile. Il permet de déployer notamment la notion de peau psychique à ces manifestations concrètes presque prosaïques que sont les murs, portes et fenêtres. Mais pour cela, faut-il encore que son occupant soit en mesure de se l'approprier. Cette appropriation, loin de se superposer à un versant juridique, passe par ce qui est dénommé un engendrement de pratique, qui relève à la fois de l'agir, mais aussi des manifestations inconscientes du sujet. Si tu acceptes d'observer d'un regard nouveau ce domicile, tu seras en mesure d'identifier des attributions symboliques à chacune des pièces qui le composent. Le salon est en soi emblématique de cette grille de lecture et de cette sorte de jeu du montré caché
par lequel son occupant cherche à protéger son identité, mais que paradoxalement, par ce jeu même, il révèle à son hôte. Il en sera de même ainsi dans le chez-soi de la personne soignée, à la différence près que l'habitant ne semble pas toujours pouvoir assurer cette fonction d'étayage de la construction et de la réassurance identitaire. Et si tu constates qu'il y a à cet endroit disposé un écriteau d'alerte, c'est que dans certains troubles psychotiques majeurs, il peut exister une véritable forme de collage entre le sujet et son lieu de vie, conséquence d'une porosité entre réalité psychique interne et espace concret. Tu as déjà compris que si entrer au domicile correspond à entrer dans la sphère intime d'autrui, dans cette situation, cela revient ni plus ni moins qu'à être dans l'autre. C'est pourquoi il te faudra prêter une attention toute particulière aux signes inscrits dans son intérieur, autrement dit aux marqueurs spatiaux, que tu devras, comme d'évidence, toujours mettre en regard des propos de celui qui y réside. Pour les reconnaître, tu pourras te fier à ceux qui ont emprunté cette voie bien avant nous et qui en fournissent chacun à leur manière un inventaire. Tels des archéologues, ils ont procédé à un véritable décryptage de ce que l'un nomme une clinique de l'environnement du psychotique et l'autre un lieu symptôme. Ils nous donnent ainsi accès aux indices qu'ils ont relevés pour élaborer une sémiologie du domicile qui leur est propre. Tous deux se rejoignent pourtant sur le constat qu'un même syndrome peut se retrouver dans des tableaux cliniques différents ou même parfois se combiner. Cette vision du domicile qui peut donc remplir une double fonction, soit celle d'espace symptôme, mettant en scène les souffrances et les tensions internes de son habitant, soit celle de prothèse défensive servant à les maîtriser, ne peut être qu'une ressource indéniable pour toi qui devra exercer au sein de cette matrice du dans sur avec l'intimité du patient. Il ne nous reste qu'une dernière porte à pousser, signant la fin de cette visite, qui, je l'espère, n'aura pas été trop harassante pour toi. Avant ton départ, je tiens à te rappeler qu'une connaissance approfondie des fonctions du domicile et des correspondances qui peuvent être établies avec la psychopathologie de la personne soignée représentera un creuset où tu pourras venir puiser pour alimenter ton raisonnement clinique. Tu te verras ainsi plus à même de proposer un cadre thérapeutique à la fois contenant et sécurisant, comme ton évaluation clinique de l'état de santé du patient s'en trouvera enrichie. Cette visite nous a amenés à prendre bien des chemins de traverse, mais si elle a éveillé chez toi une envie d'en connaître plus, n'hésite pas à me le faire savoir. Je garde sous le coude une description plus détaillée de la VAD que j'aurai plaisir à te faire parvenir. Bien chaleureusement, un prosateur qui s'est mis en recherche. Ça va être difficile de passer après ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. À moi maintenant de prendre le relais de cette missive, dans un style certes moins lyrique, mais avec le même accent, en vous exposant ici les 7 points synthétisant cette revue de littérature. Premièrement, l'expansion de la VAD est intrinsèquement liée au développement du secteur en psychiatrie. Ensuite, elle a montré que le bénéfice pour le patient de cette modalité de prise en charge n'est plus à démontrer, notamment par le fait qu'elle contribue à son maintien à domicile. La loi du 26 janvier 2016, relative à la modernisation de notre système de santé, laisse à penser que les équipes ambulatoires vont être amenées à avoir de plus en plus recours à ce soin. L'apprentissage de ce soin par les professionnels s'est effectué de façon empirique, et le dernier programme de formation infirmière renforce ce postulat. Nous avons vu aussi que la VAD dispose de peu d'écrits et de référentiels la formalisant. Elle demeure un soin aux multiples facettes et également complexe dans sa réalisation. Enfin, dernier point, le domicile est une composante riche et fortement mobilisable dans ce soin, en constituant en particulier une source d'informations précieuses pour l'infirmier ou l'infirmière. C'est en partant de ce dernier point et plus largement de ce constat qu'un questionnement apparaît, celui de la place que tient la dimension du domicile, dans la prise en charge en VAD, et plus spécifiquement dans le raisonnement clinique de l'infirmier en psychiatrie, intervenant aux soins du lieu de vie de la personne souffrant de troubles psychiques. Il a été formulé ainsi. Comment l'infirmier intègre-t-il la dimension du domicile de la personne soignée dans son raisonnement clinique lors d'une prise en charge en VAD? Au vu de ce qui a été mis à jour dans le travail de Patrick, notamment la richesse et la complexité de cette notion de domicile,
domicile dans une perspective soignante, qu'on peut opposer à la rareté des documents ayant attrait et à l'apprentissage empirique de celle-ci, peut nous faire déduire l'hypothèse suivante. La dimension du domicile de la personne soignée dans le raisonnement clinique infirmier lors d'une prise en charge AVAD est effective, mais probablement sous-exploitée. Une fois posée cette problématique, dans l'idée de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse en la confrontant au terrain, un modèle prédictif d'enquête de type qualitatif et multicentrique avait été élaboré dans le travail de Patrick. Pour l'occasion de cette présentation de revue des littératures lors de ces journées rhodaniennes, nous avons décidé, de façon totalement désinvolte et sans la moindre hésitation, de la réaliser. Compte tenu du temps et de nos disponibilités, elle a été effectuée par 2 intervieweurs, Patrick et moi-même, et s'est étendue de fin août à fin octobre 2017. Comme vous le voyez sur l'écran, elle a été réalisée dans 2 centres hospitaliers différents du Sud-Ouest, dans 5 CMP, afin de pouvoir repérer et comparer dans l'analyse d'éventuelles différences ou similitudes de pratiques, mais aussi éviter l'influence d'une éventuelle sensibilisation à la VAD d'un établissement ou service. Elle est composée de 12 entretiens semi-directifs, réalisés donc auprès d'infirmiers ou d'infirmières travaillant en centre médico-psychologique, en tentant de relever de possibles différences de pratiques en fonction du diplôme obtenu par les interviewés. Nous aurions souhaité interroger à parts égales des infirmiers de secteur psychiatrique, des infirmiers DE, donc d'après 1992, et enfin des fraîchement diplômés de la dernière réforme après 2012. Mais dans la réalité, nous n'avons réussi à débusquer aucun infirmier relevant du DE le plus récent. Preuve sans doute déjà de la volonté ou nécessité d'expérience professionnelle à ce poste. Et seulement 3 infirmières de secteur psychiatrique au lieu de 4. Nous avons donc comblé, si je puis dire, ce manque par de solides et investis infirmiers diplômés d'État d'après 1992. Par volonté de respecter le temps imparti à cet exposé et d'accorder sa juste place au courrier revue de littérature de Patrick, l'analyse de nos entretiens se présentera de façon synthétique, sous forme d'un tableau, opposant l'effectivité et la sous-exploitation de la notion du domicile, à travers 7 items abordés dans l'interrogatoire. Le voici. Alors, premier élément, nous avons constaté que la prise en compte du domicile du patient est effective pour l'infirmier CMP dans sa pratique professionnelle, avec 11 sur 12 des interviewés l'affirmant à travers des qualificatifs comme nécessaire, révélateur, essentiel, etc. Cependant, sa sous-exploitation se démontre ici dans le fait que la différence de perception du domicile entre le soigné et le soignant existe, mais les interrogés ne parviennent pas à l'objectiver. Nous entendrons même dans un entretien, mais sur quels critères? Deuxième point. Le lien entre l'état psychique du patient et l'organisation intérieure de son logement est unanimement établi. Dans le cas des psychoses, pour 3/4 des interrogés, il l'est spontanément. Citons-les. Le lien est frappant, ou bien la formule « le bordel psychotique », illustrant bien cette appropriation. Mais la limite ici peut être justement que ce lien se restreint en grande partie à la psychose, et que plus radicalement, 2/3 des visites à domicile sont réalisées auprès de personnes souffrant de troubles psychotiques. Troisième élément, là aussi, la dimension du domicile est largement investie. Pour 11 sur des 12 interviewés, en apportant de riches éléments pour la prise en charge, ou en étant un bon baromètre de l'état du patient, comme dirait l'un d'entre eux. Mais c'est ici la notion de raisonnement clinique infirmier qui aura du mal à être clairement définie, bien que chacun des interrogés fasse référence à une démarche réflexive professionnelle ou quelque chose s'en approchant. Difficile donc d'y intégrer cette fameuse dimension du domicile. Cela marquera sans doute ici la probable sous-exploitation de celle-ci. Sur la diapositive suivante, une spécificité est relevée. 10 infirmiers de l'échantillon révèlent que la différence de positionnement de l'infirmier au domicile du patient amène une meilleure alliance thérapeutique, ce qui fera preuve de l'effectivité de la notion étudiée. Mais la pratique de la VAD a aussi ses contraintes. De façon majoritaire, c'est-à-dire 3/4 de l'échantillon étudié, le caractère intrusif dans l'intimité que peut représenter ce soin chez le patient est mis en avant. La limite de réalisation de cette prise en charge apparaîtra aussi quand la dangerosité, par exemple lors de décompensation pathologique, oblige parfois à intervenir à 2 soignants ou à la suspendre. Un tiers des interviewés évoque enfin le risque de dérangement du cadre thérapeutique, par exemple de l'entretien. Pas facile de s'isoler, déclarera un infirmier. Le 5e item de notre enquête montrera une grande disparité dans le nombre des VAD effectués par chacun des interrogés, de 5 à 20 par semaine. Cette variabilité serait plus souvent liée à des critères d'ordre organisationnel que cliniques ou soignants. Critères géographiques,
disponibilité de moyens de locomotion, ressources humaines, etc. Concernant l'apprentissage de la VAD, qui est signalé colonne de droite empirique pour l'ensemble de nos infirmiers, nous voyons là, de façon majeure, la sous-exploitation de ce soin. Nous avons pu aussi bien relever leur volonté à chercher à enrichir leur pratique pour combler ce manque. Ce dernier peut être signifié par ces expressions « tout seul »,« ça s'est arrêté là » ou encore « sur le tas ». Un tiers des interrogés font quelques références à leur formation initiale ou leur expérience professionnelle. Elles contrebalancent un peu le tableau. On peut relever plus précisément le stage CMP effectué à l'IFSI par un interrogé, ou l'abord du recueil de données infirmiers où les éléments du domicile peuvent trouver leur place. On peut noter enfin que la moitié des interrogés ont été doublés à leur prise de poste. Dans cet effectif, on trouve la totalité des infirmières de secteur psychiatrique. Du fait des moyens de l'époque, entre guillemets, ou de la construction de leur formation, basée franchement sur la pratique, permettant de bénéficier de, je cite, l'expérience de mes pairs. Pour terminer cette analyse, opposant effectivité et sous-exploitation de la dimension domicile, l'exploration de comment s'effectuent les retours du soin montrera que malgré l'unanimité d'existence d'une transmission orale et écrite formalisée et de la présence de réunions cliniques, la retranscription des éléments du domicile n'est ni spécifique ni mise en avant. En conclusion de l'analyse des données de ces entretiens, il ressort donc que les soignants ont conscience que le domicile joue un rôle psychique et identitaire majeur pour la personne soignée, qu'ils ont également conscience que la VAD touche au corps même de l'intimité du patient avec un risque important d'intrusion, que les soignants font un lien entre la psychopathologie de la personne soignée et l'organisation de son domicile, mais ils se basent pour cela sur leur ressenti et leur expérience, sans réel fondement théorique. Ils utilisent intuitivement les données recueillies au domicile, dans leur raisonnement clinique, mais sans oser les expliciter en tant que telles, aux médecins par exemple. Nous pourrions valider donc l'hypothèse émise par Patrick. Hurrah. Pour finir, nous tenions à vous exposer les facteurs facilitant et limitant cette phase d'investigation, en gardant comme modèle notre schéma d'analyse effectivité sous-exploitation. Nous avons pu, à travers nos deux positionnements professionnels, c'est-à-dire d'un côté l'expérience VAD de Patrick et de l'autre ma situation de non-intervenant à domicile, bénéficier d'une lecture analytique plus ouverte. Nous pourrions à l'inverse parler de sous-exploitation par le cumul de nos deux subjectivités. Sur la même opposition, si notre enquête fut effectivement bien réalisée, notre statut de néophyte et le nombre d'entretiens la limite certainement. Enfin, si la grille d'entretien était précise et riche, elle a pu parfois rendre notre travail d'analyse encore plus délicat. Dans tous les cas, cette expérience nous aura largement enrichi des échanges avec ces professionnels, sans parler de celles que nous vivons ici dans ces journées. Avant de laisser conclure Patrick, je vous remercie de votre bienveillante attention. Pareil. Excusez-moi. Comme d'ergonomie. Donc, au terme de cette réflexion, ce qu'elle peut selon nous réaffirmer, c'est le besoin de formaliser ce savoir infirmier expérientiel issu du terrain. Savoir qui pourrait être négligé par les soignants eux-mêmes, tant il peut paraître à première vue banal. Et c'est l'importance de ce banal que vient pourtant relever le docteur Alary, psychiatre et membre de la Fédération d'aide à la santé mentale, lors d'un colloque en 2016. Dans son intervention, il fait en effet référence à un texte de l'écrivain Georges Perec intitulé « L'infraordinaire », dont je me permets de vous lire l'extrait suivant. « Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Interroger l'habituel, mais justement nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode tout au plus d'un projet.
Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles. Ce texte de Georges Perec nous permet donc de proposer que le domicile représenterait pour l'infirmier une clinique de l'infraordinaire qui se révèle pourtant riche de sens. Merci de votre attention.